voilà le son de la talarpa traditionnelle. Horizontale. Vous avez des accords qui se suivent. Sur chaque accord, on place une note et on fait des mélodies. On enchaîne. La musique modale, on a un bourdon. C'est le sol, c'est la terre. Et on empile des notes en fonction d'un mode. Et là, on établit un rapport au divin. C'est la musique qui est vraiment spirituelle. Et en fonction du mode qu'on va jouer, on va créer une émotion qui difficilement, au départ, on ne peut pas trop la décrire. C'est-à-dire qu'il y a la musique triste, il y a la musique gaie, mais il n'y a pas que ces sentiments-là quand on écoute de la musique. Il y a quelque chose comme ça de magique. Comme tu parlais de magie tout à l'heure, là c'est pareil en musique. C'est ça qui est génial avec la musique, c'est que sans éducation, on prend un enfant de 3 ans en Chine, on prend un enfant de 3 ans au Pérou, on prend un enfant de 3 ans en Norvège. Ils vont tous pleurer si on joue de la musique triste, et ils vont tous sourire si on va leur jouer de la musique joyeuse. Donc là, il y a quelque chose qui est inné en nous, qui dépasse l'explication rationnelle. Et les modes, en fonction des notes qu'on va changer, ils vont provoquer en nous des émotions. Et pour que ces émotions-là soient vraiment perceptibles et efficaces, il faut qu'il y ait ce bourdon continu, un son continu qui reste. Et on va empiler des notes par-dessus et on va créer une atmosphère particulière. Et donc ces instruments-là, au départ, ils étaient joués de façon... c'est des lyres, hein. Voilà, on est d'accord. Harpa, quand on dit harpa, c'est le terme générique dans les langues nordiques pour désigner un instrument de musique, en fait. C'est pas une harpe. Quand on parle de lyre, souvent on pense que c'est des petites harpes. Et ce n'est pas le cas du tout, puisqu'en fait, là, on se retrouve avec un instrument dit monoxyle, c'est-à-dire qu'on va fabriquer les éclisses et le fond d'un seul bloc, qu'on va creuser, on va poser une table d'harmonie dessus, et là-dessus, on va greffer un cordier, un chevalet. Le chevalet repose sur la table d'harmonie, donc on est plus proche d'un luth que d'une harpe. Sur une harpe, il n'y a pas de table d'harmonie comme ça, avec un chevalet qui repose. Donc même s'il n'y a pas de manche, ça, c'est plus proche d'une guitare que d'une harpe. Pourtant, les Scandinaves disent c'est harpa. Mais bon, c'est... Ils font des meubles en morceaux aussi. Voilà. Et donc, la difficulté de jouer cet instrument, c'est qu'on n'a pas de repère et qu'on doit casser la corde et qu'on est limité par l'ambitus. On ne peut pas vraiment jouer tout ce qu'on veut là-dessus. Et donc, du coup, ils ont inventé la nickel harpa. Et c'est pas venu comme ça d'un seul coup. On va vous jouer un morceau de nickel harpa. Lisa, tu veux bien? Au boulot. Et on va vous jouer un morceau traditionnel suédois, puisque c'est quand même le pays qui a développé cet instrument-là. Tu vas t'en sortir? Ouais.
va emmener un morceau de bois. Et sur ce morceau de bois est installé un sautreau. C'est des petits, alors dans le noir, mais c'est des petits morceaux de bois qu'on voit ici. Et donc le sautreau va casser la corde et faire la note. Et à l'époque de la harpa, on avait vraiment juste une rangée de touches. Et c'était accordé de façon diatonique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, entre guillemets, de touches noires du piano. On n'avait que les touches blanches. Donc il n'y avait pas les dièses et les bémols, si on veut simplifier. Et il y avait un bourdon. Ensuite, l'instrument a donc un bourdon, c'est la corde où il n'y a pas de touche et qui fait toujours le même son. Par exemple, là, je peux le faire si je joue comme ça. Toujours la même note ici. Si je change de mode, encore. On va encore changer de mode. Là, on est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, je ne suis pas branché et j'ai une réverb naturelle. Ça continue de sonner. Ça, c'est les cordes sympathiques qui font ce travail-là. Les cordes sympathiques, c'est les... Vous voyez, là, j'ai plein de clés d'accordage. En tout, j'en ai 12 plus 4. Ça fait 16. Merci. J'ai 4 cordes mélodiques que je vais toucher avec mon archet. 4 rangées de touches, une rangée de touches pour chaque corde. Et les 12 cordes sympathiques, elles sont accordées. Do, do dièse, ré dièse, etc. On va avoir une corde par note et elles vont vibrer par sympathie. Quand on fait une note, quand on fait un son, on émet une vibration de l'air à une certaine fréquence, comme une vague. Comme quand vous jetez un caillou dans la mare, ça fait des ondes comme ça. Là, je vais faire une note, ça va faire la même chose, et donc je vais faire vibrer l'air à une certaine fréquence. Et si j'ai une corde qui est accordée sur cette fréquence, eh ben, elle va être entraînée par cette vibration. Et par sympathie, elle va se mettre à vibrer, c'est magique. On la regarde, la corde sympathique, elle se met à vibrer toute seule sans l'avoir touchée. Et elle fait cette... Elle prolonge le son des cordes que je touche avec l'archet ou avec les doigts. Si je touche, je les étouffe là, ça résonne aussi. Alors là, vous allez dire, ah, c'est génial ce principe, pas tout le monde connaît, alors je ne connaissais pas, mais en fait ça existe sur tous les instruments. Quand on joue de la guitare, si on n'étouffe pas les cordes de la guitare, si on les laisse toutes libres de sonner, on va faire un La à un endroit, la corde de La va sonner par sympathie. Souvent on se dit, ah dis donc, elle a un bon son cette guitare, elle sonne bien. Mais c'est juste qu'elle est tellement bien accordée et bien réglée que quand on fait un La à la 10e case, la corde de La vide va résonner par sympathie et elle va prolonger le son. Ça, c'est des musiciens à l'époque du XVe siècle qui ont repéré le phénomène et qui se sont dit on va l'utiliser, on va l'amplifier, on va monter des cordes en plus sur l'instrument et on va pimper l'instrument avec ce système. Et donc, à partir du 15e, on a des cordes sympathiques sur les nickel harpa. On va continuer, on va jouer parce que je parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le système de touche, il fait vraiment penser au vielle à roue. C'est exactement le même système. Ils sont un peu cool. La vielle à roue, en fait, c'est exactement la même famille d'instruments, c'est la famille des vielles. On va actionner une roue qui va... on va actionner, comment on pourrait dire, une manivelle ici, qui va entraîner la rotation d'une roue qui se trouve à ce niveau-là. Ça remplace l'archet. Qui remplace l'archet, donc on a un son continu. Et au lieu de jouer avec la main qui passe sous l'instrument, on va jouer comme ça. C'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Avec les bourdons aussi. Avec les bourdons aussi. Et il y a des cordes sympathiques. Il n'y en a pas autant que sur la nickel harpa. Il y en a. Et il y a aussi des cordes qui servent juste à actionner ce qu'on appelle un chien.
Le chien, c'est un petit morceau de bois qui va être calé sur l'instrument à ce niveau-là, et qui, quand on va emmener la roue un peu plus fort, la corde qui maintient le chien appuyé sur l'instrument va le faire vibrer et va faire zzz, zzz. Quand vous entendez de la vieille roue, quand on entend le zzz, 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 c'est le mouvement du poignet qui donne un petit coup dans la roue et qui fait vibrer cette petite pièce de bois. Donc c'est encore un autre univers, mais c'est cousin, quoi. On va essayer de vous jouer un morceau qui s'appelle Nekens Polska. Alors en Suède, on joue des polskas. Les polskas, c'est des polonaises. C'était la mode des polonaises en Suède. Sauf que eux, ils jouent pas de la même façon. C'est devenu un truc vraiment très 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 suédois, où on va accentuer le premier et le troisième temps. C'est des musiques à 3 temps. Nous, on a la valse en France. On va faire boum tchac tchac, boum tchac tchac, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On accentue le 2 et le 3. Nous. La polska, on va accentuer le 1 et le 3. Si vous écoutez Lardrona ou Heilung, ça revient tout le temps aussi, ça. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça, c'est typique des musiques du Nord. On va avoir cette pulse. Et c'est la musique à 3 temps, ça. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Souvent, les gens pensent que c'est 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et là, ils comptent à l'envers. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ça se danse, c'est la musique à danser. Et il y a des histoires derrière ces morceaux. Là, Neken, c'est le troll de la cascade, c'est l'esprit de la cascade, c'est l'esprit de l'eau. Et il est dit que le Neken, quand il y a des jeunes femmes qui passent, et ben, il joue de son instrument pour les amener, pour emmener les filles dans l'eau et puis les emprisonner. Quand il rencontre des musiciens, soit il fait la même chose, soit il lui donne un peu le don de la musique, il lui apprend à bien jouer. Ça, donc il peut être gentil aussi, ce Neken. En Suède, il y a encore des concours de Neken, c'est-à-dire qu'on va se foutre à poil. On va jouer cette musique-là et il y a des concours, c'est véridique. Hein, les gens jouent tout nus au pied des cascades, ce type de musique. Et il y a des concours à celui qui joue la meilleure polska. L'état des bonhommes, quoi. C'est parti, on va jouer. J'y crois pas. Imagine les pays, les passants qui passent.
Et on va enchaîner tout de suite avec une autre polska. Parce que ça a plus de 3000 ans. On a retrouvé des guimbardes qui datent d'il y a 3000 ans. Et c'est le même principe que le chant diphonique. Je vais en prendre une bien grave. Celle-ci, elle vient de Yakoutie. Il y a un maître forgeron qui s'appelle Spiridon qui a forgé cette guimbarde. Et les Norvégiens, les Scandinaves appellent ça la munharpa. C'est encore une harpe. Munharpa, c'est la harpe de bouche. Hein? Et en anglais d'ailleurs on dit Joe Harp. C'est la harpe de la mâchoire. Et le principe c'est qu'on a une lamelle avec un cadre autour, et on va poser ce cadre sur les dents et se servir de la cavité buccale pour modifier le son. Donc là, on a une note. Et là, je fais changer la note, parce que du coup, je crée une harmonique autour du bourdon. Et en changeant la taille de la caisse de résonance qui est ma bouche, j'arrive à faire ces sons-là. Alors voilà, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que quand je parlais de la voix, je pense que ça on a des preuves que je crois que si je la trouve, voilà. Ça non, c'est pas celle-là, ça ressemble, mais voilà, je vais la retrouver. Elle est là. Hein. C'est la réplique d'une guimbarde. Voilà, elle est toute petite. Ça, c'est la réplique, je l'ai achetée en Islande, celle-là. C'est la réplique d'une guimbarde qui a été trouvée dans une tombe de l'époque viking. Ça, voilà. Voilà. Alors, celle-là, elle va sonner super aiguë. Hein. Quand on respire dedans, ça fait ce son-là. C'est ce que je faisais juste avant. Si je vous parle de ça, c'est parce que le chant qui est décrit, pour arriver à le faire, pour faire ce son-là, j'ai pas compris. Qu'est-ce que... C'est du black metal. Génial. En tout cas, ça aide à faire du black metal. Oui. Tu n'as pas tort, c'est bien, c'est vrai. Hein. Chanteur de Mayhem utilise cette technique. Quand on fait ça, je pense que ça vient aussi de ce... On comprend que... Il y a un expert de cette technique-là, mongol, qui explique que quand on dit, on entend le son de la cascade, on dit j'entends la cascade. Et lui, il dit non, on n'entend pas la cascade. On entend l'eau qui coule en haut de la cascade, l'eau qui fend l'air, qui tombe, et l'eau qui arrive dans le lac, qui fait... Et tout ça, en même temps, ça fait le son de la cascade. Et quand on fait cette technique-là, en fait, c'est pareil. On a le son de la gorge, on a le son du nez, on a le son des cordes vocales qui dit comme ça, et on va chercher aussi jusqu'en bas dans le ventre pour avoir la note en plus. Parce que quand je fais ce son-là, j'active tout ça. Et la guimbarde, c'est pareil. Pour bien en jouer, il faut activer tout ça. Et je pense que comme on sait qu'on est sûr qu'ils avaient ça induit d'utiliser sa voix comme ça quand on joue de guimbarde. Donc je pense que c'est exact, moi, c'est mon avis. Les Vikings devaient, à l'époque, utiliser cette technique-là. Et ce qu'il décrit Ibn Fadlan, c'est ça. Et quand on veut activer ça, en fait, je vais faire une note, par exemple. Et là, il y a l'octave en dessous qui se met en branle. Mais en fait, je vais pas, c'est pas moi qui fais la voix si grave que ça.
c'est la technique, c'est la résonance avec tout ça. Et là, je sens dans mon corps que ça descend jusque-là. C'est super apaisant de le faire. Peut-être pas de l'entendre, mais quand on le fait... Et là, si on écoute bien, l'harmonique, elle va aller dans mon nez. Là, je suis dans la gorge au début, après je vais aller dans mon nez. Ça, vous pouvez essayer de le faire. Merci. Ça, pour y arriver, ça, je vous en parle parce que je sais que généralement, dans ce cercle d'initiés, on me pose souvent des questions là-dessus, comment tu fais tout ça et tout. Donc, j'attends pas qu'on me pose la question, je vous le dis. Sous la douche. Essayez de travailler en ayant un rauque animal. Essayez d'aller chercher ce... Et au début, ça va vous faire mal, c'est pas grave, ça passera. De faire... C'est comme quand vous vous battez, je sais qu'au début, quand on se bat, on se dit ah ça fait mal, mais après on s'habitue la douleur. On se dit finalement ça fait pas si mal que ça la bagarre. Au début on a mal, après on se dit bon c'est pas si pire. Là c'est pareil, il faut aller chercher ça, se mettre sur une note pas trop aiguë, pas trop grave, parce que si c'est trop aigu ou trop grave, ça c'est pas possible, on peut pas toutes les faire les notes. Faut trouver son ambitus. Et vous partez sur une note, un truc comme ça de voix normale, ça va se mettre en route. Quand je fais ça, j'essaye de faire racler ici et de faire racler l'air et de faire le descendre le plus possible en balle. Ça résonne bien, si c'est bien. Et après, il y a une autre technique aussi, c'est de faire, quand on va chercher le... Et ça, je ne le maîtrise pas, moi. C'est un petit peu, on l'entend un petit peu, mais il faut que je le bosse. Et c'est super chiant de le bosser. C'est un truc de berger. Pourquoi? Parce que les bergers passaient leur journée tout seuls. Il n'y avait personne pour leur dire tu nous saoules avec ton truc. Ils avaient des heures et des heures et des heures à passer seuls à méditer comme ça et à trouver le son qui résonne. On choisissait pas les plus moches. Et donc ça, faites-le en voiture, ça résonne bien. Quand vous êtes tout seul en voiture, qu'il y a un bouchon, allez, c'est parti. Est-ce que c'est faisable avec la guimbarde? Oui, justement, parce que voilà. En fait, tu vois, regarde, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la guimbarde, parce que souvent on peut chanter aussi avec la guimbarde, on peut faire un son. Et quand on fait un son, il est altéré par la vibration de la lamelle. Tu vois? Et là, quand je le fais moi, ça, j'ai pas la même perception que vous quand vous l'entendez, parce que vous entendez la projection. Mais moi, comme j'ai la lamelle, le cadre qui touche mes dents et qui résonne dans mon crâne, en plus du son de la voix, il se passe un truc qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai envie de faire ça. Parce que j'ai l'impression d'imiter ce que je ressens. Ok. Tu vois, donc là on est en Do, je crois. Ouais. Ça c'est bien. Prenez un Do. Do, on l'a tous. Quand je fais ça, je fais vraiment. Ça, c'est les soins de soirée. Quand on n'a plus de grain d'hydromel et qu'on est vraiment en communion avec le borgne là-haut. Et ça marche bien. Je vais en prendre une en ré, puis on va vous faire une Finskog. La Finskog, c'est une autre type de danse de là-haut. Très, 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 très ancien. Ça, c'est les danses, quand je parlais de musique asymétrique, c'est que nous, quand on joue de la musique, tout ce qu'on écoute, c'est quantifiable avec un métronome, une pulse. Vraiment droite, clinique.
Eux, ils n'en avaient rien à faire de ça. Eux, ils n'en avaient rien à faire. Et ils faisaient de la musique à 3 temps, où on faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ils composaient des musiques là-dessus. D'où ça vient, Finnskog, parce que le O, et souvent ils disent ou, ça dépend, mais en Suède, c'est vraiment Finnskog, ils vont dire. C'est le bois des Finnois. Et il y a une légende qui dit qu'à un moment donné, il y avait besoin de main-d'œuvre, il y avait tellement de famine et de morts, de guerres et tout ça. Ils sont allés chercher des Finnois. Les Finnois, en Scandinavie, c'est souvent un peu c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu ils considèrent un peu comme les Souras, quoi. Vraiment, hein, c'est horrible, hein, mais c'est souvent, voilà, c'était pas du tout considéré comme des humains, c'était des esclaves. Hein. Souvent, ils allaient chercher les Finnois pour faire le sale travail. Mais j'ai fait du karaoké avec eux, c'est vrai. Et donc, il y avait ces Finnois qui étaient parqués dans un bois à la frontière de la Norvège et de la Suède. Il existe vraiment ce bois. Et ils ont été tous massacrés. Et la légende dit que c'était vraiment horrible. Ils avaient des morceaux de corps, de tripes dans les arbres, du sang partout. Et on a laissé les corps en putréfaction se décomposer comme ça. Et donc forcément, le diable est venu s'installer dans ces bois et a pris possession des lieux. Et quand il y a encore une fois des jeunes filles qui passent, ces idiotes à se promener toutes seules près des cascades et des bois maudits, et ben il sort sa vielle et il joue la Finnskog. Et les filles, elles font « Ah, c'est magnifique !» et puis ils les emmènent en enfer. Voilà, bon, ça peut être le diable, ça peut être Loki, ça peut être Kondo, en tout cas, c'est pas quelqu'un de sympa. Et on va vous jouer la Finnskog. Alors c'est bien, elle est partie avec l'enfant, comme ça il n'y aura pas de problème. Après, on va nous dire. C'est Henri, ça? Ouais. Alors, ah bah non, alors bouge-toi les oreilles, mon grand, parce que c'est la musique du diable. C'est encore pire que le black metal. Non. Rien n'est pire. Non, c'est pour rire. Hein. Donc on va commencer avec une Finnskog et après on va jouer un Halling. Je vous en parle comme ça, voilà, c'est mieux de savoir avant, comme ça vous. Le Halling, c'est une danse traditionnelle norvégienne, pareil, ancestrale, et ça consiste à, il y a une dame qui va se mettre debout sur une chaise, avec un balai ou un grand bâton. Ouais. Ah bah, pour le danseur, il vaut mieux que ce soit en début parce que c'est ultra acrobatique. Le principe, c'est qu'elle se mette debout sur la chaise avec un balai ou un grand bâton, avec un chapeau au bout du bâton. Et les hommes vont passer tour à tour en dessous, faire des pas de danse absolument incroyables. Donc il faut qu'ils montrent vraiment à quel point ils sont forts et souples et audacieux. Et le plus audacieux, c'est celui qui arrivera à faire un saut périlleux en mettant un coup de pied dans le chapeau. S'il arrive à faire ça, généralement la fille, elle c'est incroyable, et elle part avec c'est pas le Donc on va enchaîner une Finnskog avec un Halling. Je peux la faire avant qu'il Est-ce qu'on peut la crier celui-là? Parce qu'on pourrait crier Halling. Merci. Alors c'est Halling. Il y a un reportage sur Arte qui est visible sur le Halling. Et c'est en fait parce que c'était toujours les garçons qui lançaient cette danse quand les filles étaient comme ça à attendre que le mec échappe Mais ça s'est démocratisé aux filles. Et il y a une petite fille, récemment, hein, et il y a une petite fille qui s'est mise au Halling. Il y a un reportage où on voit son grand-père. Très ancré dans la tradition norvégienne, être ému de voir sa petite fille danser. Et c'est très émouvant parce que c'est la fin de vie du grand-père et on voit vraiment la société norvégienne traditionnelle dans ce reportage-là. Et on écoute la musique, c'est très beau, je vous conseille. Si vous tapez Halling à Arte, vous allez trouver facilement. C'est vraiment à voir, c'est un super reportage. On y va? Bah, je t'attends.
pas facile de jouer dans le noir, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Très bien. Ah, ça se Bon. voit. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, je pense à ça en jouant le morceau. Là, on a un parfait exemple de musique modale. On est tout le temps en ré, donc le bourdon, ça peut être un ré, comme ça. Je suis pas bien accordé, mais... Excusez-moi. Pas mal. Donc, toujours en ré. Là, j'ai un mode qui fait. Et quand on passe sur la dernière partie du morceau, on a ces deux notes. Ça, c'est typiquement norvégien. Si je mets un bourdon avec... Au lieu de... Et là... Il y en a ces deux notes-là qui frottent. Ça, on le retrouve beaucoup dans la musique black metal. Ça, c'est le mode qui s'appelle le mode lydien. Le mode lydien, on a une tierce majeure. Et là, c'est un mode majeur. Mais on a cette carte qui correspond à une quinte bémol. La quinte bémol, Diabolus in Musica, Slayer, en métal, on en a partout. C'est ce... Mais avec une tierce majeure. C'est vraiment très très joyeux ça. Et là on met une quinte bémol. Ça dans la musique norvégienne on en a partout, partout. Et ça on va l'utiliser beaucoup chez Olardrona, chez Heilung, chez tous ces groupes. Ils vont mettre ça très très souvent. Voilà. Ah oui, il faut qu'on joue ça. Dans le noir, ça va être super. On va s'en sortir. Tu veux que je t'éclaire là? Ah oui, merci. C'est bien ça. Et on va faire un morceau qui s'appelle En Coasting Fan et qui c'est un morceau traditionnel aussi, c'est une polska assez triste mais typique des mélodies comme ça, nostalgiques suédoises. Ouais. Si tu veux de l'autre côté, ouais.
cette lyre? Ah, me dites pas que vous l'avez. Les jeux vidéo. Ça vous parle pas du tout? Alors, Einar Selvik dans Vardruna, il joue tout le temps cette lyre. Elle s'appelle la lyre, c'est la Kravik Lyra. Kravik, c'est le nom du village où elle était trouvée au début du XXe siècle. Et elle a été retrouvée quasiment intacte. Et pendant longtemps, on a pensé qu'elle datait du XIVe siècle. Et récemment, il y a eu des nouvelles recherches autour de cette lyre. Elle date du XVIe siècle. Donc, encore une fois, rien à voir avec les Vikings. Et ce qui est intéressant, c'est elle est jouée dans quasiment tous les groupes de musique viking, elle est utilisée. Parce que c'est une vraie preuve de lyre, d'existence de lyre en Norvège, même si évidemment on en a d'autres dans les sagas, on sait que ça on joue de la lyre. Hein. Il y a Gunnar avec ses pieds qui joue de la lyre pour endormir les serpents, pour ne pas se faire tuer. Celle-ci, elle a la particularité donc d'être récente, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait encore une tradition de la lyre. La lyre, généralement, ça date de l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'était plus trop la mode. Comment ça se fait qu'on joue encore de la lyre au XVe siècle en Norvège? On ne sait pas. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est le galbe de l'instrument. C'est-à-dire que là, on a un instrument où les cordes passent à travers le cadre. C'est pas parallèle à la table. Alors, ce qui justifie ça, c'est d'avoir une pression encore plus importante sur la table d'harmonie, ce qui permet de la faire vibrer plus et d'avoir plus de son. Et la lyre, souvent on pense qu'on peut la jouer que en arpège. En arpège, je vais passer les cordes et je vais me débrouiller avec les cordes que j'ai pour faire de la musique. Et alors, on se demande pourquoi il y a un cadre ici, à quoi il sert. À part faire passer les cordes à l'intérieur, mais on aurait très bien pu les faire passer au-dessus. En fait, c'est qu'avec la main gauche, on va travailler à l'envers. On va étouffer les cordes qu'on n'a pas envie d'entendre pour faire des accords. Et là aussi, je peux, en plus de... Et donc, ce son-là, c'est typique de ce qu'on peut avoir dans Assassin's Creed, la version viking. Et dans tous les groupes aussi, ça, on entend tout le temps ce son de cordes. Parce que ça, le fait qu'elle soit étouffée, ça donne un son percussif. Hein, on a ce... En plus du reste. Et là, ce qu'on va vous faire, c'est on va vous faire une chanson qui s'appelle Monto, rien à voir. Monto, c'est le diminutif de St. Montgomery Street, c'était le quartier rouge de Dublin. Et comme cette lyre a été trouvée au début du XXe siècle, au même moment, il y avait un chroniqueur irlandais qui a écrit une chanson sur le quartier rouge de Dublin qui était détruit par la famille anglaise royale. Et on va vous jouer cette chanson avec la lyre. Well, if you got the wingo, take her up to Ringo, where the watches sing all the day. If you have to feel a porter and you can't go any further, just keep your men the order back to the gate and take her up to Monto, 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 take her up to Monto, Langaroo. To you, the dirty Duke of Gloucester, the Dalty of the Buster, he took his but the luster of the Fury Glen. He fesped up his bother and he bet him up his father and he whistled for a bother and he
Take me up to Monto, Monto, Monto. Take me up to Monto, Engaroo, to you. You see the devil enthusiasts, the dirty of the enthusiasts that went to get the children. 1, 2, 3. Marching from the lean hall, there's one for every cannonball. Think he's going to send you all over the sea. But first go up to Monto, Monto, Monto. First go up to Monto, Engaroo. Oh, when the Tsar of Prussia and the King of Prussia landed in the Phoenix in a big balloon. They asked the policemen to pay the wearing of the green, but the buckers in the devil didn't know that tune. So they went up to Monto, Monto, Monto. They both went up to Monto, Engaroo, to you. The queen, she came to call of us. She wanted to see all of us. So that she didn't fall of us. She said, Kingston, Mr. Meal and things to see this all the got the shot. Why up, man, on the road to see for all more thing. They took her up to Monto, Monto, Monto. They took her up to Monto, Engaroo. They took her up to Monto, Monto, Monto. They took her up to Monto, Engaroo. Good night to you. C'est qu'il y a un mec qui s'appelait Morrison qui a dit « Je veux que tu me composes ça ». Et donc on ne se souvient pas de qui l'a écrit, mais on se souvient qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Morrison qui l'a acheté ce morceau. Donc on se souvient un peu quand même. Il y a son nom. Et donc on a cette tradition d'utiliser la musique pour immortaliser la mémoire de quelqu'un. Et il y a pour moi c'est le dernier vrai skald connu, c'est Turo O'Carolan, c'était un poète irlandais, aveugle, il est devenu aveugle, il jouait de la harpe. Alors, le mec il s'est mis à jouer de la harpe étant aveugle, c'est un peu comme moi ce soir dans le noir. Là. Et c'était à l'époque baroque ça, hein, et il a écrit des centaines d'airs de musique. Vraiment, il a été très efficace en composition, il a été très réputé en tant que poète. C'est le dernier de sa génération, enfin, c'est le dernier skald qu'on connaisse. Enfin, c'est mon idée, c'est comme ça que je le vois. Et on a choisi de vous jouer un morceau qui s'appelle Seabed Seymour, qui est un de ses tubes, et qui est très proche au niveau de la métrique. Pour moi, c'est comme une polska suédoise. Et Seabed Seymour, ça parle de deux tribus de fées qui se font la guerre pour se disputer le territoire d'une colline. Pourtant, le morceau est très, très joyeux. C'est des faits en même temps. Ok. On va commencer comme ça. Donc voilà, là on est en Irlande, à l'époque baroque. Et normalement c'est joué à la harpe par quelqu'un qui est aveugle et qui, je pense, à l'époque, n'avait jamais rien écouté de musique suédoise. Pourtant, il a composé ça et c'est très proche.
là, j'ai utilisé un bouzouki irlandais. Et ça, pareil, on en trouve chez Faune, on en trouve qui utilisent Bardrodin, ils en ont utilisé aussi. Alors ça, c'est un instrument qui, c'est très très bizarre. Il y a dans les années 60, il y a Donald Lunny, un joueur de guitare, enfin un cordiste, qui demande à un copain qui est parti en Grèce de lui ramener un oud, donc une sorte de luth arabe, et il se trompe, il lui ramène un bouzouki grec. Et il voit le bouzouki, il dit ouais, bah, c'est cool. Alors, normalement, le bouzouki grec, il a un fond bombé, il a un manche plus fin avec moins de cordes. Et il a intégré ça dans les années 60 à la musique, 1960, hein, à la musique irlandaise. Et il a décidé, avec un luthier, de changer un peu la forme de l'instrument, du corps, en faisant un fond plat, en mettant 2 cordes en plus. Et en faisant ça, ils ont appelé ça le bouzouki irlandais. Sauf qu'en faisant ça, ils ont refait un sistre. Le sistre, c'est un luth qui existe depuis la Renaissance, qui a exactement la gueule là. Donc tout le monde appelle ça un bouzouki irlandais, alors qu'en fait, c'est un sistre. Voilà. Donc allez comprendre, je sais pas, voilà. C'est des mecs qui ont réinventé un instrument et ils ont décidé que c'était le bouzouki irlandais. Ça, c'est un peu l'histoire de l'Irlande. Et si on se faisait un petit medley là, on joue que des trucs, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le même principe, mais alors regarde. Et si je mets les doigts, si je mets 2 doigts à l'extrémité de son corps, et je retrouve le mode des Norvégiens, avec cette note qui frotte, mais ça c'est naturel. C'est la flûte harmonique, donc là j'ai que les harmoniques. Plus je souffle fort, plus je vais monter. Et quand je mets les 2 doigts, je vais avoir le 2 mi-tons en dessous de chaque note. Et ça va donner un mode particulier, mais c'est naturel, on ne peut pas faire plus juste que ça, parce que là ça ne s'accorde pas, c'est physique. Voilà, je ne suis pas un pro de ça, mais voilà, c'est vrai. La forme que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai fait sonner tout à l'heure, donc ça c'est vraiment pareil. Hein. C'est ultra rudimentaire. L'évolution du truc, c'est qu'après on a fait le Bukkehorn, comme disait les Norvégiens, c'est la même chose avec des trous. Donc là pareil, hein, Vardona, ça c'est pareil aussi, ça c'était très utilisé. Viking, ça on le sait. 1000 ans plus tard, ils ont inventé les trous. C'est super dur à jouer. Surtout celle-là. J'en ai essayé une autre la dernière fois, on a joué dans un festival. La première fois qu'on a joué ensemble, c'était dans un festival viking. Et il y avait Kjell Braten, qui est un super musicien norvégien, qui en avait amené et qui était très simple à jouer. Parce que celle-là, elle a une embouchure, c'est pour la blague. Hein. Vous avez le droit de rigoler, ça va être l'enfer. Parce qu'il faut déjà trouver les trous. Après, il faut pincer comme un titre. Ça fait mal à ça va être horrible.
enregistré. Ouais. Là, il faut que je souffle comme un malade. Et je me suis dit, mais cet instrument, le bicorne, peut avoir une bouche ultra musclée parce que je pince. Et en fait, non, c'est juste cet instrument-là qui est infernal à jouer. Il y a d'autres instruments qui sont mieux faits que ça. Mais voilà, ce son-là, on l'entend bien, vous l'avez certainement en tête. Quand je vais faire juste la première note. C'est typique, hein, le son que ça a, ça on l'entend dans plein de BO et tout. Et sinon on a ça aussi, donc on va avoir une embouchure, comme sur une flûte classique. Le son va être beaucoup plus doux, c'est une corne aussi, mais ça va sonner plus comme une ocarina. Quelle insolence. Et j'ai parlé de tout ce que j'avais envie de... Oui, j'avais envie, je crois. Ah, après, voilà, les guimbardes, pour revenir juste dessus, c'est dans tous les pays, ça c'est pas propre aux Scandinaves. Là, il y a une guimbarde vietnamienne, alors ils ont tous des sons différents. Ça c'est vietnamien. J'en ai une norvégienne. Mais celle que j'ai jouée tout à l'heure pendant la Finskog, c'était norvégienne. J'en ai une autre norvégienne que j'adore. Là on a vraiment le... On a vraiment ce... Les Yakoutes, ils disent que quand on joue de la guimbarde, ça permet de communiquer avec les esprits des défunts. Donc je vais arrêter là.